Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'univers captivant de Jujutsu Kaisen en explorant le premier arc, connu sous le nom intrigant de Naissance de la Matrice. Préparez-vous à être immergé dans un monde d'exorcisme, de combats intenses et de mystères fascinants. Bon visionnage. En juin 2018, au lycée Sugizawa de Sendai, Megumi Fushiguro, un élève de l'école d'exorcisme de Tokyo, est envoyé pour rechercher une relique de classe S. Elle est censée se trouver dans un abri météo. N'y trouvant rien, il appelle alors son professeur qui se moque de lui et lui interdisant de revenir tant qu'il n'a pas trouvé cette relique, ce qui énerve fortement Megumi. Au lycée, Yuji Itadori, Setsuko Sasaki et Takeshi Higuchi utilisent la réserve pour leur club de spiritisme. À l'aide d'une planche de Ouija, ils se moquent du délégué des élèves, qui fait subitement irruption quelques instants après. Ce dernier menace de fermer le club et de réattribuer la pièce à l'équipe d'athlétisme. Pour prouver leur sérieux, Yuji lui parle de leur dernier dossier, des blessures mystérieuses de rugbyman qui seraient dues à un cadavre enterré sous le terrain. Cependant, le délégué leur explique que ce serait dû au tic. Notre groupe essaye de se défendre, mais le véritable problème est l'effectif du club. Même Yuji n'en fait pas vraiment partie car il est inscrit au club d'athlétisme à sa propre surprise. L'entraîneur d'athlétisme les interrompt et révèle qu'il a modifié le choix de Yuji sur sa fiche d'inscription. Il considère que l'équipe a besoin de lui pour le championnat national et il refuse son choix. Le professeur propose alors un duel. Si Yuji perd, il doit rejoindre le club d'athlétisme. Yuji accepte. Megumi arrive sur le terrain de rugby et pense qu'un cadavre est enterré ici à la vue d'un fléau, qui ressemble étrangement à une tique géante. Il pense qu'il est attiré par la relique. Pendant ce temps, l'entraîneur défie Yuji au lancer du poids et perd après que l'élève lance le poids à plus de 30 mètres avec facilité. Setsuko et Takeshi disent à Yuji qu'il n'a pas besoin de rester dans le club de spiritisme s'il ne veut pas. Cependant, Yuji apprécie le club et pense être essentiel. Il se dépêche alors en voyant l'heure, et en croisant Megumi, ce dernier sent la présence de la relique sur Yuji, mais se fait distancer par lui-même. Yuji rend visite à son grand-père, à l'hôpital de Sugizawa, où il refuse d'apprendre quoi que ce soit sur ses parents. Dans ses derniers mots, le grand-père de Yuji lui conseille de mettre sa force au service des autres pour ne pas mourir seul comme lui. Après avoir fait les formalités de décès et dit au revoir à son grand-père, Yuji est confronté à Megumi dans le hall. Megumi révèle qu'il est apprenti exorciste et l'interroge sur la relique. Il explique le principe des fléaux et que le sceau qui affaiblit la relique faiblit avec le temps. Yuji remet la petite boîte que Megumi demande, mais il manque son contenu. Pendant ce temps, Setsuko et Takeshi ouvrent la véritable relique, un doigt appartenant à un puissant fléau. Le doigt attire des fléaux sur les deux élèves et Yuji se dépêche de retourner à l'école avec Megumi pour les sauver. Il peut sentir la pression des fléaux et Megumi lui demande de rester en arrière. Megumi se dirige vers l'intérieur et repousse les fléaux en invoquant ses chiens de jade. Il arrive pour sauver Setsuko et Takeshi, mais ils se font engloutir avec la relique par un amas de fléaux. Soudain, Yuji fait irruption par la fenêtre alors qu'ils sont au 3e étage. Malgré les craintes de Yuji, il veut suivre le conseil de son grand-père et sauver ses amis. Yuji parvient à les sauver et Megumi en profite pour tuer les fléaux, les donnant à manger à ses chiens. Mais soudainement, le fléau du terrain de rugby traverse le toit et écrase Megumi qui sauve in extremis Yuji et ses amis à l'aide de ses chiens. Il essaye d'invoquer Nue, mais est blessé et ses familiers disparaissent en conséquence. Megumi est jeté dehors, impuissant et incapable de se défendre. Yuji attaque le fléau à main nue pour l'aider malgré les ordres de Megumi de s'enfuir. Un fléau ne peut être exorcisé que par un autre fléau, et donc les attaques physiques de Yuji sont inutiles. Afin d'acquérir des pouvoirs, Yuji dévore la relique convoitée par le fléau. Megumi pense que Yuji va y laisser sa peau au vu du pouvoir de cette relique, mais Yuji se transforme et tue instantanément le fléau. Megumi se rend alors compte que Ryomen Sukuna s'est réincarné. Sukuna ne souhaite rien de plus que massacrer tous les humains. Cependant, la conscience de Yuji se bat pour reprendre le contrôle de son corps. Megumi remarque la lutte mais ne veut pas prendre le risque. Il déclare qu'il exorcisera immédiatement le fléau qu'est devenu Yuji. Yuji se réveille dans une pièce scellée. Il est lié à une chaise et interrogé par un homme portant un bandeau. Cet homme est Satoru Gojo, professeur principal de la classe de seconde de l'école d'exorcisme de Tokyo. Yuji ne comprend pas ce qui se passe et demande ce qui est arrivé à ses amis. Le professeur lui dit qu'il ne devrait être inquiet que de lui-même puisqu'il est condamné à mort. Plus tôt, alors que Megumi ne sait pas s'il parle à Yuji ou Sukuna, Satoru les rejoint après avoir profité de la mission pour faire du tourisme dans la région. Yuji explique qu'il a mangé la relique et Satoru lui propose de faire revenir Sukuna pendant 10 secondes et de reprendre le contrôle à la fin, tout en confiant ses Kikufuku à Megumi. Alors Satoru et Sukuna se battent mais Satoru le surpasse facilement. Après 10 secondes, Yuji passa le test en reprenant le contrôle de son corps. Satoru Gojo assomme ensuite Yuji et Megumi plaide en sa faveur pour ne pas le tuer. De retour dans le présent, Satoru explique à Yuji que plutôt que d'être exécuté tout de suite, il a convaincu les anciens d'attendre qu'il ait absorbé tous les dos de Sukuna. Plus tard,
Yuji rend visite à Setsuko et Takeshi à l'hôpital de Sugizawa. Elle se sent coupable de ce qui s'est passé, mais Yuji assure que c'était la faute des fléaux. Il retrouve Satoru et décide de devenir exorciste pour éviter que les fléaux fassent plus de victimes. Yuji dévore alors un autre doigt et Satoru confirme que Yuji est un prodige. Notre personnage principal ne souhaite pas être exécuté, mais d'absorber le reste de Sukuna. En effet, il souhaite réaliser les paroles de son grand-père en mourant entouré d'amis. Megumi les rejoint et il décide de se rendre à l'école. Après s'être recueilli sur la tombe de sa famille, Yuji est conduit par Satoru à l'école d'exorcisme de Tokyo. Itadori Yuji s'étonne d'être à Tokyo puisque l'école est en pleine montagne. Officiellement, l'école est une école privée religieuse, mais en réalité c'est un des 2 seuls établissements de tout le Japon à enseigner cet art. Satoru informe Yuji qu'il va devoir passer un entretien avec le proviseur afin de valider ou non son inscription dans l'école. Étonné que Satoru ne soit pas le chef, Sukuna s'exprime à travers une bouche qui apparaît sur la joue de Yuji. Il promet de tuer Satoru dès qu'il aura pris possession du corps. Gojo prétend qu'il est honoré d'être la cible d'un démon de légende qui a vécu pendant plus de 1000 ans, surnommé le roi des fléaux. Malgré cela, Satoru dit à Yuji qu'il battrait Sukuna dans un combat. Ils rejoignent alors Masamichi Yaga qui est mécontent car ils ont 8 minutes de retard. Yuji est distrait par le fait que le directeur crée de jolies poupées tout en grondant Satoru. La seule question que le directeur pose à Yuji est pourquoi il veut étudier à l'école d'exorcisme. Respecter la dernière volonté de son grand-père. Yuji explique alors qu'il veut respecter la dernière volonté de son grand-père, aider les gens. Cependant, cette réponse déplaît à Masamichi, qui requiert Yuji et lui lance une peluche incarnée. Il pense que les gens sont plus honnêtes lorsqu'ils sont sous pression et utilise sa peluche pour l'attaquer. Les exorcistes doivent être motivés et un peu fous pour exorciser les fléaux. Le directeur croit que ses élèves doivent faire ce métier uniquement par leur volonté, pour ne pas avoir de regrets. Masamichi demande alors à Yuji s'il rejettera la faute sur son grand-père quand il sera tué par un fléau. Il est déterminé à faire comprendre à Yuji qu'aucun exorciste ne meurt sans regret, et demande encore une fois pourquoi Yuji est là. Ce dernier attrape la poulée et fait remarquer qu'il est le seul à pouvoir sceller Sukuna. Il ne veut pas que des gens soient blessés à cause de Sukuna et ne veut pas regretter la façon dont il vit. Alors que Yuji maîtrise la peluche, le directeur Masamichi accepte Yuji dans l'école, mais oublie d'arrêter son incarné, qui frappe l'adolescent une dernière fois. Satoru conduit ensuite Yuji à son dortoir. Dans la chambre de Yuji, Satoru le teste pour savoir s'il veut vraiment se battre pour trouver les doigts de Sukuna. C'est une évidence pour ce dernier. Et Satoru révèle à l'adolescent qu'il peut être utilisé pour suivre les doigts de Sukuna comme un radar. Megumi est dans le dortoir d'à côté et se plaint qu'il soit aussi proche. Satoru pense remonter le moral de ses élèves. En effet, la mission du lendemain est d'aller chercher la 3e étudiante de première année, Nobara Kugisaki. Yuji mange de la glace et attend avec Megumi à la gare de Harajuku. Il souligne à quel point il est étrange pour une classe de n'avoir que 3 élèves. Megumi lui explique que cela est dû à la rareté des exorcistes. Satoru rencontre ses élèves, heureux de voir que Yuji a reçu son nouvel uniforme. Pendant ce temps, Nobara Kugisaki essaie de trouver une agence de mannequinat en vain. Elle se sent interrompue par Yuji et Megumi et les juge durement tous les deux. Satoru interpelle à Yuji et Nobara en leur promettant une visite à Tokyo. Cependant, il les emmène dans un bâtiment abandonné à Roppongi, près d'un cimetière qui a attiré un fléau. Satoru envoie Yuji et Nobara dans le bâtiment pour exorciser l'esprit comme un test pour évaluer leurs capacités. Il confie à Yuji Tozama, un objet maudit, et lui dit de ne pas utiliser le pouvoir de Sukuna, puis force Megumi à rester en arrière. Il confie à ce dernier que le but de cette évaluation est de tester les capacités de Nobara. Une fois à l'intérieur, Nobara force à Yuji à se séparer et il est soudainement attaqué par un fléau. Il parvient à trancher l'esprit à l'aide de Tozama que lui donnait Satoru. En utilisant son incroyable talent physique, Yuji est capable de vaincre facilement le fléau. Le professeur explique à Megumi que Yuji est un peu fou car si un fléau l'attaque, il n'hésitera pas à le tuer. Aujourd'hui, il veut voir à quel point Nobara peut dépasser son dégoût pour les fléaux. Cette dernière rencontre un mannequin possédé par un fléau et l'attaque avec ses outils, mais découvre qu'il est toujours en vie. Satoru explique ensuite que les fléaux présents en ville comme Tokyo sont beaucoup plus puissants que celles de sa ville natale à la campagne. Nobara jette ses clous dans la tête de l'incarné et le fait exploser avec une énergie occulte. Après avoir semblé exorciser le dernier fléau, elle remarque un petit garçon caché dans un coin. Toutefois, ce dernier refuse de sortir et Nobara se dit que cela est dû à sa beauté trop intimidante. Elle s'apprête alors à partir à la recherche de Yuji, mais le garçon lui demande de ne pas partir. Nobara se retourne et est horrifiée de découvrir que le garçon est retenu en otage par un fléau plus intelligent. Ce fléau est de bas niveau, mais possède une forme d'intelligence pour retourner cette situation contre Nobara. Elle dépose ses armes pour sauver le garçon et souhaite pouvoir voir une personne nommée Saori une dernière fois. Soudain, Yuji fait irruption à travers le mur et sauve le garçon en coupant le bras de l'esprit à l'aide de sa nouvelle arme. Malgré le sauvetage du garçon, le fléau réussit à presque s'échapper. Nobara utilise son sort pour exorciser le monstre en fuite et prouver à Satoru qu'elle peut être folle. Yuji demande ensuite à Nobara pourquoi veut-elle être exorciste et elle explique que c'était une chance de déménager à Tokyo et de rester fidèle à elle-même. Plus tard, les 2 étudiants retrouvent Satoru et Megumi et se moquent de ce dernier car il fait la tête. Ailleurs,
une matrice commence à développer un fléau de classe S. En juillet 2018, il y a un rapport de 3 étudiants qui vont faire face à un fléau. Sur ces 3 étudiants, un est mort. Une matrice est apparue à Nishi Tokyo, au centre de détention pour mineurs. Aishu et les 3 étudiants de Satoru ont été déployés pour cette urgence. Leur mission est de localiser et d'évacuer les survivants sans rencontrer de fléau de classe S. L'une des passantes est la mère d'une éventuelle victime. Elle supplie Yuji, Megumi et Nobara de sauver son fils. Yuji souhaite l'aider et Nobara de même. Après avoir été débriefé par Kiyotaka Ijishi, les élèves se dirigent vers l'intérieur du bâtiment et le proviseur adjoint abaisse un rideau pour les cacher du monde extérieur. Ils se dirigent plus loin à l'intérieur de l'installation pour découvrir qu'ils ont été conduits dans le territoire d'un fléau. Megumi invoque le chien de jade blanc pour les alerter de la venue d'un fléau et de trouver une issue de sortie. Yuji et Nobara sont heureux de voir le chien, mais cela n'est que de courte durée lorsque le groupe assiste à une scène brutale. Ils trouvent les cadavres de plusieurs détenus, dont le fils de cette femme. Yuji souhaite ramener son corps, mais Megumi refuse catégoriquement d'aider tous les détenus. Megumi soutient qu'ils ne peuvent pas se soucier de sauver tout le monde s'ils blesseront des gens à l'avenir. En colère, Yuji répond en demandant pourquoi Megumi l'a sauvé, lui. Nobara essaie de les calmer, mais tombe soudainement dans un trou. Prise par surprise, Megumi se rend compte que son chien de jade a été tué et ordonne à Yuji de s'enfuir. Toutefois, ils sont complètement pris au dépourvu lorsque soudain le fléau de classe S apparaît devant eux. Ils sont tous les deux pris de peur jusqu'à ce que Yuji essaie d'attaquer l'esprit. Yuji perd Tozama et sa main en conséquence, les deux étant instantanément détruits par le fléau. Pendant ce temps, Nobara est piégé dans la ténèbre et fait face à plusieurs fléaux. Alors que Megumi tombe à travers le bâtiment, il fait appel à son familier volant, Nue, pour le sécuriser avant de tomber. Il espère qu'aucun de ses camarades de classe ne périra dans cet événement pendant qu'il court pour essayer de localiser la position de Nobara. Pendant ce temps, Yuji continue de se battre alors qu'il n'a qu'une main. Il se souvient avoir dit à Sukuna qu'il ne pouvait pas s'enfuir et lui a demandé son aide. Cependant, Sukuna a refusé et a menacé de tuer les 2 amis de Yuji s'il les changeait de place. Yuji a dit à Megumi de trouver Nobara et de s'échapper et de lui donner le signal une fois qu'il serait sorti. Megumi refuse d'abord, mais Yuji souligne que le fléau les sous-estime. Contre son gré, Megumi suit le plan de Yuji et part sauver Nobara. Yuji est complètement surpassé par la force pure du fléau de classe S. Il perd les doigts de sa seule main restante, tout en s'accrochant à peine à la vie. Il essaie seulement de gagner du temps, mais la réalité est que Yuji pourrait en fait mourir de cette bataille. Il est alors profondément déçu de sa faiblesse. Ailleurs, Nobara exorcise la majorité de ses ennemis, mais est finalement battu par leur nombre. Avant qu'elle ne soit dévorée, Megumi la sauve en utilisant son familier crapaud. De retour à son combat contre le fléau de classe S, Yuji se retrouve impuissant face au monstre. Il est découragé par sa propre faiblesse jusqu'à ce qu'il réalise qu'il peut utiliser ses sentiments négatifs pour exploiter l'énergie occulte. Yuji tente de rassembler l'énergie occulte dans sa main et frapper son adversaire. Cependant, cela semble n'avoir aucun effet et tout est apparemment perdu. C'est alors que Yuji entend un hurlement de l'un des chiens de jade de Megumi et réalise que c'est le signal. Il libère la conscience de Sukuna et le roi des fléaux est ennuyé par son homologue pour son plan. Maintenant en possession du corps de Yuji, Sukuna dit au fléau de classe S de lui donner un moment. Croyant que s'il s'en prend à Megumi Fushiguro, Yuji reprendra le contrôle de Sukuna. Il en déduit que coopérer avec le fléau lui permettra de mettre Yuji en échec. Cependant, l'esprit l'attaque avec de l'énergie occulte. Sukuna répare les blessures de Yuji et décide que le fléau mourra ici. Il submerge la classe S avec peu d'efforts, le terrifiant dans le processus. Kiyotaka emmène Nobara à l'hôpital et Megumi reste derrière pour attendre Yuji. Pendant ce temps, Sukuna exprime son mécontentement d'être classé dans la même catégorie qu'un fléau beaucoup plus faible que lui. L'autre fléau parvient à guérir ses blessures, mais Sukuna n'est pas impressionné. Il répond en présentant un petit aperçu de ses pouvoirs. En utilisant l'extension du territoire, Sukuna découpe le fléau en morceaux et reprend ses doigts de l'intérieur de son corps. Agacé, Sukuna dit à Yuji de reprendre le contrôle. Après aucune réponse, le personnage diabolique se rend compte qu'il a le contrôle pour le moment et sourit malicieusement. Megumi se rend compte que le territoire a disparu, ce qui signifie que le classe S est mort. Soudain, Sukuna apparaît à côté de lui et explique que Yuji ne reviendra pas. Il sait que ce n'est qu'une question de temps, alors Sukuna s'arrache le cœur, celui de Yuji. En tant que fléau, il peut vivre sans, mais Yuji mourra s'il revient maintenant. Sukuna ingère le 2e doigt pour faire bonne mesure et se prépare à tuer Megumi. Ce dernier dit que c'est comme la dernière fois que Sukuna a fait surface. Sauf que maintenant, les rôles sont inversés. Seul face à Sukuna, Megumi se rappelle que la seule chose qui est juste dans la vie est qu'elle est injuste pour tout le monde. Megumi pense que Yuji reviendra quoi qu'il arrive, mais Sukuna n'en est pas si sûr, soulignant comment Yuji réfléchissait à ses incertitudes avant que Megumi ne déclenche le signal. Megumi décide que sa seule option est d'essayer d'user Sukuna jusqu'à ce qu'il ait besoin de retrouver le cœur dans son corps. Il est déterminé à le faire et risquer sa vie. Il se bat alors aux côtés de son familier, mais ne fait pas le poids face à Sukuna. La force physique et l'agilité de Sukuna sont complètement hors de portée de Megumi. Sukuna demande pourquoi Megumi n'a pas laissé Yuji derrière lui quand il en a eu l'occasion. Megumi se rappelle alors d'une fille nommée Tsumiki, dont la vie était injuste. Pour aider plus de bonnes personnes à recevoir l'équité, Megumi proclame qu'il sauvera les gens qu'il veut, parce qu'il n'est pas un héros, mais un exorciste. Au lieu d'utiliser sa capacité ultime,
Megumi admet simplement qu'il n'a jamais regretté d'avoir sauvé Yuji. C'est alors que le réceptacle du roi des fléaux reprend le contrôle de son corps et dit à Megumi de vivre une longue vie avant de tomber mort. Un homme et un groupe de fléaux avaient apparemment utilisé le doigt de Sukuna pour créer la matrice. C'est dans le but d'obtenir des informations sur le nouvel hôte de Sukuna. Le fléau cyclopien est contrarié qu'il ait perdu un doigt sur l'événement. L'homme le calme et entre dans un restaurant pour commander une table pour une personne. Satoru parle avec Kiyotaka des circonstances entourant le décès d'un de ses élèves. Satoru pense que les supérieurs ont envoyé ses étudiants en mission pour faire tuer Yuji pendant son absence. Le docteur de l'école d'exorcisme de Tokyo, Shoko Ieri, se prépare à disséquer Yuji pour en savoir plus sur lui. En dehors de l'école, Megumi dit à Nobara que Yuji voulait qu'il vive longtemps. Ils agissent tous les deux comme s'ils n'étaient pas affectés par sa mort. Mais Megumi remarque que Nobara est triste. Ils sont interrompus par Maki Zenin, ainsi que les autres élèves de première, Togi Inumaki et Panda. Ils arrivent pour essayer d'encourager les deux élèves de seconde en les invitant à participer au tournoi des lycées jumelés. Il s'agit d'une compétition qui oppose les étudiants de Tokyo à ceux de Kyoto. Megumi et Nobara acceptent de le faire pour leur ami déchu et jurent de devenir plus forts, peu importe le prix. L'homme mystérieux continue de parler avec les fléaux à l'intérieur du restaurant. Le fléau cyclopien pense que les fléaux sont la forme la plus vraie des humains et que les faux devraient être éliminés. L'homme révèle que la clé pour gagner la guerre est d'immobiliser Satoru Gojo et de faire de Ryomen Sukuna un allié. Le fléau soutient que Yuji est mort, mais l'homme n'en est pas si sûr. Quelque part au plus profond de la conscience de Yuji, Sukuna regarde son hôte agaçant. Il dit à Yuji de ne pas le regarder sans permission, mais Yuji lui dit simplement de descendre et de lui faire face. Satoru explique à Kiyotaka qu'il croit avoir une mauvaise personnalité, mais qu'il est professeur car il a un rêve. Dans la conscience de Yuji, une confrontation se déroule entre le roi des fléaux et son hôte. Sukuna demande des remerciements pour avoir réparé le bras de Yuji. L'adolescent refuse, voyant Sukuna comme la raison pour laquelle il est mort. Yuji se demande si cet endroit est l'enfer, et essaie d'attaquer Sukuna. Ce dernier évite le projectile et s'engage avec Yuji. Les efforts du garçon sont vains dans l'espace vital de Sukuna. Ce dernier tente de négocier un accord pour faire revivre Yuji. Ces termes sont que Yuji doit lui laisser le contrôle total de son corps pendant 1 minute et qu'il doit tout oublier de cet accord. Sukuna essaie d'expliquer que tout Jujutsu dépend d'un serment inviolable. Cependant, Yuji refuse et frappe Sukuna. Agacé, le roi des fléaux obtient de Yuji un combat à mort et lui coupe instantanément la tête. Pendant ce temps, dans le monde réel, Satoru pense que les pontes regroupent les plus grosses pourritures du monde d'exorcisme. Bien qu'il soit enseignant, Satoru sait que ses talents sont mieux utilisés ailleurs et admet qu'il n'est pas du genre à enseigner. Si Satoru Gojo souhaite reconstruire le monde exorciste, il doit se forger des alliés puissants. Il pense que tous les étudiants seront un jour de puissants exorcistes, en particulier les élèves de terminale les premières. Kinji Akari et Yuta Okutsu. Le docteur Shoko Iiri se prépare à disséquer le corps de Yuji lorsqu'il se réveille soudainement de sa mort. Satoru accueille à nouveau son jeune protégé et demande à Shoko de le garder sur la liste des personnes décédées dans le rapport. Il ne veut pas qu'il soit à nouveau ciblé par les pontes et prévoit d'entraîner Yuji pour qu'il soit prêt pour les tournois des lycées jumelés. Satoru ajoute qu'il ne gardera pas Yuji caché pour toujours parce qu'il ne veut pas lui refuser les meilleures années de sa vie. Pendant ce temps, l'homme mystérieux continue de parler aux fléaux de leur grande menace, Satoru Gojo. L'homme dit qu'ils ne peuvent pas le vaincre même s'ils travaillent ensemble. Il suggère qu'il le scelle en utilisant une relique de classe S, telle que la lisière du supplice. Jogo, le fléau cyclopien, est ravi d'apprendre que l'homme mystérieux qui se nomme Suguru Geto est en possession de la relique, la lisière du supplice. Suguru avertit Jogo de se calmer en raison de la chaleur qu'il dégage dans la pièce. L'un des serveurs du restaurant remarque l'aura meurtrière qui entoure Suguru, malgré son incapacité à voir les fléaux. Il se dit homme responsable, mais il quitte le restaurant par pure peur primitive. La chaleur tue alors accidentellement le directeur, irritant Suguru. Jogo aggrave la situation en incinérant les humains restant dans le bâtiment. Jogo demande à Suguru d'évaluer sa force en fonction des doigts de Sukuna. Le maître des fléaux lui répond qu'il équivaut à 8 ou 9 doigts, ce dont s'enorgueillit Jogo. Le fléau lui propose de tuer Satoru sans aide de la relique et de recevoir cette dernière en récompense. Megumi rend visite à la mère de Tadashi Okazaki et admet qu'il n'était pas sûr de sauver les détenus au début. Ses amis pensaient autrement mais étaient toujours incapables de récupérer le corps de Tadashi. Megumi sort alors le badge du défunt et le donne à sa mère. Il s'incline et s'excuse sincèrement de ne pas avoir pu sauver la vie de Tadashi. Megumi rentre tard à l'école pour une séance d'entraînement avec ses pairs. Maki, Panda et Toge se concentrent sur la formation de Megumi et Nobara pour améliorer leur capacité au corps à corps. Pendant ce temps, Satoru décide qu'il est temps d'enseigner à Yuji comment utiliser de l'exorcisme. Ce dernier exprime sa gratitude de pouvoir apprendre le Jujutsu de la part du plus grand exorciste. Il est trop faible pour aider qui que ce soit et dit qu'il va être plus fort quand il retrouvera ses camarades. Satoru utilise des canettes de soda comme exemple pour sa leçon sur la différence de l'énergie occulte et un sort. Il explique à l'adolescent que la capacité des humains à utiliser le Jujutsu est basée uniquement sur un talent inné, dont Yuji n'en possède aucun. En temps voulu, Satoru espère que Yuji pourra absorber les techniques de Sukuna et apprendre à les maîtriser. Pour l'instant, Satoru se concentre sur l'enseignement à Yuji de l'utilisation de l'énergie occulte pour améliorer ses compétences physiques.
Satoru dit alors à Yuji de l'attaquer avec de l'énergie occulte, ce dont ce dernier n'est pas capable. Il lui explique qu'il en est pour le moment incapable car il manque de contrôle sur ses émotions, alors que Megumi continue son entraînement physique avec Maki. Satoru informe Yuji qu'il regardera des films pour l'aider à contrôler ses émotions. Il ne sera pas seul car Satoru le charge de s'accrocher à l'un des incarnés du proviseur tout en regardant des films. La poupée se réveillera et attaquera si elle ne reçoit pas un flux constant d'énergie occulte. Satoru donne à Yuji une variété de films destinés à faire susciter une variété d'émotions chez lui. La formation est destinée à aider Yuji à contrôler son énergie occulte dans n'importe quelle situation. Cependant, il n'arrive pas à garder la poupée endormie qui lui donne des coups et est rapidement frustré. Pendant ce temps, Megumi s'assoit avec Maki et Panda pour discuter de l'utilisation d'objets maudits. Megumi leur explique qu'il aimerait bien garder les mains libres. Maki lui explique que certains exorcistes choisissent d'apprivoiser des mauvais esprits qui peuvent stocker des armes pour eux, mais que c'est une capacité rare. Megumi se souvient alors de Sukuna lui dire qu'il n'aurait pas dû courir face au fléau de classe S. Il pense alors qu'il pourrait être capable de stocker des armes dans son ombre. Satoru quitte Yuji pour continuer son entraînement seul. Avant de sortir, Satoru demande à Yuji s'il a accepté l'une des conditions de Sukuna pour que son cœur soit réparé. Yuji se souvient avoir parlé à Sukuna mais il ne se souvient pas des détails. En route pour rencontrer le proviseur, Satoru demande à Kiyotaka d'arrêter la voiture et de le laisser sur la route. Jogo apparaît soudainement du ciel pour tendre une embuscade à Satoru, mais l'exorciste le plus fort est prêt pour l'attaque. Le fléau utilise alors des flammes pour essayer d'incinérer Satoru, suggérant qu'il n'a rien de spécial. Cependant, Satoru survit sans effort à l'assaut et se rend compte que le classe S est très intelligent et qu'il n'a pas été répertorié. Satoru reconnaît que Jogo est encore plus puissant que le Sukuna actuel. Malgré cela, il est excité pour cette chance de se battre. Confronté à un fléau de classe S, Satoru explique que les choses deviennent intéressantes. Jogo lui dit qu'il n'a aucun sens du danger, mais Satoru sait qu'il a été attiré seul. Il ne peut donc pas appeler de renfort. Jogo invoque une armée de frelons volcaniques en utilisant son sort. Gojo est capable de tous les arrêter, mais ils explosent peu de temps après. Il échappe à l'explosion et semble être pris au dépourvu par une autre attaque explosive. Jogo croit qu'il a gagné et dit que les humains sont faibles. Cependant, Satoru dégage toute la fumée puis explique à Jogo que ses attaques ne l'atteindront jamais et qu'il ne peut toucher que l'infini entre eux. Satoru sait que Jogo est confus et le laisse lui toucher les mains. Jogo se rend compte que sa main s'arrête avant de toucher son adversaire. Satoru attrape le fléau et le bat en utilisant des coups de paume rapides. Jogo est matraqué par l'attaque, incapable de comprendre ce qu'il se passe. Satoru explique qu'il peut faire de l'infini une réalité en utilisant l'espace créé par la convergence et la divergence. Il libère ce pouvoir sur Jogo en utilisant le sort inversé, rouge, le propulsant dans la forêt. Jogo essaie de garder les yeux ouverts et contre-attaque. Cependant, Satoru apparaît soudainement derrière lui et lui donne un coup de pied, envoyant Jogo s'écraser dans un lac peu profond. Satoru disparaît un instant et réapparaît avec Yuji. Confus, l'apprenti exorciste panique et dit que la tête du fléau est le mont Fuji. Satoru explique que son jeune élève assistera au cours d'aujourd'hui. Satoru retourne au lycée pour récupérer Yuji, qui est en train de regarder des films. Impressionné, il remarque que l'adolescent a réussi à garder l'incarné endormi. Satoru surprend Yuji et lui dit que la prochaine leçon sera l'extension du territoire. Ils réapparaissent alors tous les deux sur le champ de bataille où se trouve Jogo. Ce dernier se rend compte que Yuji est le réceptacle de Sukuna et demande si Satoru envisage de l'utiliser comme bouclier. Satoru nie cela et répond que ce n'est qu'une leçon pour son jeune élève. Jogo prétend que Yuji sera un handicap, mais Satoru dit que tout ira bien puisque son adversaire est de toute façon faible. La tête de Jogo éclate littéralement de colère alors qu'il exige que son ennemi arrête de le sous-estimer. Yuji est intimidé puisque Jogo est le fléau le plus terrifiant qu'il ait rencontré jusqu'à présent. Malgré tout, Satoru assure à son protégé que tout ira bien. Jogo utilise alors son extension du territoire, le cercueil volcanique, pour les y piéger. Satoru commence alors à expliquer à Yuji ce qu'est l'extension du territoire ainsi que ses forces et ses faiblesses. Le fléau enragé devient encore plus furieux en reconnaissant la différence de force entre lui et Satoru. Il essaie d'utiliser son territoire pour incinérer Satoru sans laisser une seule cendre. Cependant, Satoru montre comment contrer correctement un territoire, déployer son propre territoire. Satoru enlève alors son bandeau et utilise la sphère de l'espace infini pour ramener Jogo dans son territoire, transformant le paysage volcanique en un espace infini. Jogo alors, exposé à un flux d'informations sans fin, est immobile, incapable de faire autre chose que de mourir lentement. Avant que cela n'arrive, Satoru prévoit d'interroger l'esprit, mais il lui décapite la tête et demande qui l'a envoyé. Yuji est resté stupéfait, ayant confirmé par lui-même que Satoru est vraiment l'exorciste le plus fort. Pendant ce temps, Suguru et Hanami regardent l'issue du combat d'une falaise et décident s'ils veulent ou non sauver Jogo. Suguru refuse d'être vu par quiconque de l'école d'exorcisme. Il dit que Hanami peut y aller s'il le souhaite, mais il ne sait pas si les fléaux ressentent de la compassion les uns envers les autres. Hanami part après avoir dit quelque chose dans une autre langue qui irrite Suguru. Satoru essaie d'interroger Jogo, mais en vain. Soudain, une grande pointe frappe et perce le sol, effleurant Satoru et laissant pousser un champ de fleurs, distrayant les exorcistes assez longtemps pour que Hanami se précipite et sauve Jogo. Le jardin engendre un monstre de bois qui attaque Yuji. Satoru sauve son élève, mais les autres fléaux parviennent à s'échapper. Satoru est impressionné que le fléau ait réussi à cacher sa présence et considère que les choses deviennent amusantes.
Il dit à Yuji qu'il veut que ses élèves soient tout assez forts pour vaincre des esprits comme ça. Il prévoit alors de continuer à entraîner Yuji avant d'entreprendre des missions difficiles. Ensuite, il fera son retour lors du tournoi des lycées jumelés, dont Yuji ne sait toujours rien. Pendant ce temps, Kiyotaka rencontre le proviseur Masamichi, mais ce dernier est contrarié par l'absence de Satoru. Suguru, quant à lui, rencontre ses associés dans un territoire et les deux autres fléaux suivent de près. Ils prévoient tous de faire de leur mieux pour sceller Satoru le 31 octobre à Shibuya, alors que Megumi et Nobara font des courses pour Maki. Elle et Panda discutent du fait que le proviseur de l'école de Kyoto doit venir aujourd'hui à une réunion pour parler du tournoi, et ils considèrent que l'incident de la matrice est un complot. Ils savent qu'il est peu probable que leurs rivaux de Kyoto viennent pour la réunion, mais ne sont sûrs de rien car les élèves de Kyoto adorent narguer leur adversaire. C'est alors que deux élèves de Kyoto se présentent face à Nobara et Megumi, la sœur de Maki, Mai Zenin, et l'autre est un élève de terminale, Aoi Todo. Ils insultent tous les deux Yuji, qu'ils pensent décédé. Les élèves de seconde de Tokyo ignorent le piège évident de leurs rivaux. Aoi s'avance et se prépare à se battre, déterminé à voir s'ils sont dignes de remplacer Yuta Okutsu. Aoi Todo, élève de terminale à l'école de Kyoto, interroge Megumi sur son goût pour les femmes. Megumi s'étonne de cette question et refuse d'y répondre. Nobara ajoutant qu'il n'y a aucune chance qu'il y réponde étant donné qu'il est une personne renfermée. Aoi se présente brusquement et explique que les préférences d'un homme en disent long sur sa personnalité. Il déteste les gens ennuyeux et il veut des adversaires à sa taille pour son dernier tournoi. Megumi pense à Tsumiki et révèle qu'il n'a aucune préférence. Tant que la personne est fidèle à elle-même, Megumi n'a besoin de rien d'autre. Cette réponse plaît à Nobara et Mai Zenin, mais Aoi Todo n'est pas impressionné et confirme que Megumi est ennuyé comme il le pensait. Sentant la colère de Todo, Megumi essaie d'invoquer rapidement Nue, mais il est interrompu et frappé par ce dernier. Nobara essaie d'aider mais Mai l'en empêche. Elle félicite Megumi d'être un exorciste de classe 2, mais elle pense toujours qu'il n'est pas à la hauteur d'Aoi. Nobara l'ignore et dit à Mai qu'elle n'est pas aussi jolie que sa sœur Maki. Agacée, elle attrape Nobara par derrière et sort une arme à feu. Todo suit Megumi alors que la première année se remet encore de l'attaque. Le troisième année affirme qu'il a toujours su que Megumi était ennuyeux, mais qu'il voulait lui donner une chance en lui demandant. Il considère donc qu'il a abusé de sa gentillesse. Megumi se souvient alors qu'Aoi est connu comme l'exorciste de classe 1 qui, lors de la parade des fléaux, élimina 5 fléaux de classe 1 et 1 fléau de classe S. Todo révèle que lors de ces combats, il utilisa son sort uniquement contre le classe S. Pour mieux combattre son adversaire, Megumi combine Nue avec Crapaud pour invoquer Puits sans fond. Il invoque plusieurs crapauds ailés et envisage de garder la distance avec Aoi. Cependant, ce dernier utilise sa vitesse incroyable pour passer à travers la garde de Megumi et l'envoie au sol. Megumi récupère rapidement, mais Aoi plaque sa tête contre le mur d'un bâtiment qu'il traverse sous la force. Alors que Todo saute sur le toit pour le suivre, il est attrapé par la langue des crapauds ailés de Megumi. Il n'est pas impressionné, mais Megumi se lève avec détermination et décide de ne plus se retenir. Leur duel est interrompu par Toge qui leur dit d'arrêter de bouger avec son incantation. Puis Panda apparaît et frappe Aoi avec un coup droit. Panda demande pourquoi Todo n'a pas pu attendre le tournoi et lui dit de partir immédiatement. Ce dernier est d'accord et considère que l'événement ne sera finalement pas si ennuyeux que ça. Avant de partir, Aoi dit à ses rivaux de s'assurer que Yuta sera présent. Pendant ce temps, Nobara souffre de plusieurs blessures causées par le pistolet de Mai. Cette dernière dit à Nobara de mieux choisir ses adversaires. Maki intervient et éloigne le pistolet de Mai. Elle demande alors à sa sœur ce qu'elle fait avec Nobara. Alors que Nobara est inconsciente au sol, les sœurs rivales Zenin se disputent. Maki prétend que sa sœur ne vaut pas mieux qu'elle puisque sa seule capacité est de changer des objets en énergie occulte. Mai soutient que c'est toujours mieux que de ne pas avoir de pouvoir du tout. Nobara en profite pour attraper par surprise Mai et exige en échange de son pull troué un nouvel uniforme. Elles sont interrompues par Todo qui ordonne à Mai de partir puisqu'il a affaire à Tokyo. Il va rencontrer Takada, une idole. En partant, Mai les avertit qu'au tournoi elles ne s'en sortiront pas comme ça. Par la suite, Nobara demande à Maki s'il est vrai qu'elle n'a pas d'énergie occulte. Maki confirme, sans ses lunettes, elle ne voit pas les fléaux, et elle prétend qu'elle est devenue exorciste afin de prouver à sa famille qu'ils ont tort à son sujet. Nobara avoue qu'elle admire beaucoup Maki. Pendant ce temps, au lycée de Kyoto, le principal Yoshinobu Gakugenji attend Masamichi Yaga. Cependant, c'est Satoru Gojo qui se présente. Il a transmis un mauvais planning au proviseur de Tokyo. Désireux de poser quelques questions sur la situation de Yuji Itadori, Satoru considère qu'en tant que chef du parti conservateur, le principal de Kyoto est forcément impliqué dans l'affaire. Kazumi Miwa avertit Satoru de faire attention à sa grossièreté. Il révèle qu'il a été attaqué par 2 classes S non répertoriées, qui de plus semblaient capables d'intelligence et complices. Satoru remarque que le niveau des élèves a énormément augmenté et il pense que les prochaines générations dépasseront de loin la classe S. Un mois plus tard, en septembre, au Kinema Cinema de la ville de Kawasaki, 3 corps complètement déformés de lycée sont retrouvés. Quittant la scène, Mahito est repéré par un humain, Junpei Yoshino, et est surpris d'être vu. Au même moment, juste à l'extérieur du théâtre, Yuji Itadori et Kento Nanami arrivent pour enquêter sur le crime.